Bonjour et bienvenue à tous. La dernière fois, on a plongé dans les coulisses du web, on a un peu décortiqué les adresses IP, les masques, le DNS, bref, toute la partie logique. Aujourd'hui, on change de registre, on passe au concret, au matériel. Le thème monter votre réseau de A à Z. Avec un objectif clair, comprendre les équipements réseau essentiels et surtout savoir bien les utiliser. L'objectif, c'est vraiment de donner les clés pour monter un réseau fiable, performant. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire. Le switch. Et le switch, donc ou commutateur en français, on dit souvent que c'est un peu comme une multiprise électrique, mais pour les câbles réseau. C'est ça en gros? Ouais, l'image est pas mal pour commencer. Son rôle premier, c'est de connecter physiquement plusieurs appareils, des ordis, des imprimantes, ce genre de choses, sur un même réseau local. Une fois qu'ils sont branchés dessus, hop, ils peuvent communiquer entre eux. D'accord. Mais là où ça devient intéressant et où ça dépasse la simple multiprise, c'est son intelligence. Contrairement aux vieux hubs qui envoyaient tout à tout le monde, Oui, ça crée un bruit pas possible sur le réseau, ça. C'est beaucoup plus efficace. ah oui, ça évite de saturer tout le monde pour rien. C'est un point clé pour la performance. Mais il faut aussi savoir ce qu'il ne fait pas. Il ne donne pas accès à Internet tout seul, par exemple. Non, absolument pas. Ça, c'est pas son rôle. Il ne distribue pas non plus les adresses IP. Donc son utilité, c'est vraiment dès qu'on a besoin de relier plus de deux appareils avec un câble. Voilà. Typiquement, pour un réseau local dédié, plusieurs PC, ils doivent tous pouvoir se parler de façon fiable. Là, le switch, c'est vraiment la base, l'élément central de l'installation filaire. Bon, très bien pour le switch. Passons maintenant à celui qu'on a appelé le chef d'orchestre dans nos notes, le routeur. Ça peut être notre box Internet classique, mais aussi un téléphone en partage de connexion ou une box 4G dédiée, c'est ça. Oui, le terme chef d'orchestre est assez juste. Le routeur, son rôle principal, c'est de faire le pont. Le pont entre votre réseau local, le LAN, celui qu'on crée avec le switch et les appareils connectés, et le monde extérieur, le WAN, qui est le plus souvent Internet. Son nom vient de là d'ailleurs. Il route les données, il les aiguille vers la bonne destination, soit vers une machine de votre réseau local, soit vers un serveur quelque part sur Internet. Il a donc un double rôle critique. Le premier, c'est cet accès à Internet. C'est la porte d'entrée et de sortie. C'est lui qui fait la traduction. Entre les adresses IP locales, les fameuses 192.168. Quelque chose, Oui, c'est ça. et l'unique adresse IP publique que nous donne notre fournisseur d'accès. Et le deuxième rôle, qui simplifie énormément la vie, c'est celui de serveur DHCP. En gros, quand un nouvel appareil, un PC, un smartphone, se connecte au réseau, il demande automatiquement une configuration. C'est le serveur DHCP du routeur qui lui répond en lui donnant une adresse IP disponible sur le réseau local, le MAS de sous-réseau, l'adresse du routeur lui-même comme passerelle et les serveurs DNS à utiliser. C'est super pratique. Ça évite d'avoir à configurer chaque appareil à la main. Fini les casse-têtes d'adressage manuel. Par contre, attention, avec le DHCP, on ne contrôle pas quelle adresse IP précise sera donnée à un appareil. Elle peut changer. Oui, c'est le principe du bail dynamique. Alors si on a un serveur important sur le réseau, qui doit toujours être joignable à la même adresse par les autres machines, comment on fait? Très bonne question. Pour ces cas-là, pour les équipements critiques, on utilise une adresse IP fixe ou statique. Et pour tous les autres appareils clients, les postes de consultation, les smartphones, là, le DHCP reste parfait. Le serveur DHCP, d'ailleurs, il tient une liste de qui a quelle adresse et pour combien de temps, pour éviter que deux appareils aient la même IP. Ça, ce serait un conflit. Logique. Bon, on a nos briques basiques, le switch pour connecter en local, le routeur pour sortir et distribuer les adresses. Comment on relie tout ça concrètement? La méthode la plus classique, c'est le bon vieux câble Ethernet, le RJ45. Oui, le câble Ethernet, c'est le standard de la connexion filaire. Ce câble, avec ses 8 fils de cuivre torsadés par paire et le connecteur plastique transparent, le RJ45. Il crée une liaison physique directe entre un appareil, PC, imprimante, un autre switch même, et un port du switch ou un port LAN du routeur. Les données circulent sous forme de signaux électriques, c'est direct. Et les avantages? J'imagine la fiabilité, la stabilité. Exactement. Fiabilité et stabilité en premier. Pas d'interférence radio, la connexion est constante. Et puis, la vitesse. Selon la catégorie du câble et les cartes réseau des appareils, on atteint facilement 1 gigabit par seconde, soit 1000 mégabits, voire 10 gigabits sur des installations plus récentes. Pas de perte de connexion inattendue donc.
C'est idéal pour les postes critiques en compétition, j'imagine. Tout à fait. C'est la solution reine pour ça. Par contre, il y a des inconvénients, évidemment. C'est surtout d'ordre pratique. Faut tirer les câbles. Et puis, il y a une limite de distance. Un segment de câble Ethernet, c'est environ 100 mètres maximum. Au-delà, le signal faiblit trop. Oui, il faut un équipement pour le régénérer, comme un autre switch. Et bien sûr, pour un smartphone ou une tablette, le câble, c'est pas pratique du tout. Donc pour résumer son usage, pour tout ce qui est critique et fixe, le filaire, c'est la voie royale. Exactement. L'alternative, celle qu'on utilise tous les jours pour nos appareils mobiles, c'est le Wi-Fi, la connexion sans fil. Là, plus de câbles physiques pour la connexion finale, on utilise des ondes radio, principalement sur 2 bandes de fréquences. Le 2.4 GHz et le 5 GHz, c'est ça? Oui, le 2,4 GHz a une meilleure portée. Il traverse mieux les murs, mais il est plus lent. Et surtout, il est très encombré. Beaucoup d'appareils l'utilisent. Ça peut créer des interférences. Le 5 GHz, lui, est beaucoup plus rapide, moins encombré, mais sa portée est plus courte et il est plus sensible aux obstacles physiques, comme les murs épais. Et pour se connecter, c'est simple. Le routeur ou un point d'accès Wi-Fi dédié diffuse un nom de réseau, le SSID. On le voit sur notre téléphone ou notre ordi, on tape le mot de passe et hop, on est connecté. Les avantages sont évidents. Pas de câble qui traîne, on est mobile, c'est facile pour connecter les smartphones, les tablettes. On peut connecter plein d'appareils. Mais il y a des contreparties. Le Wi-Fi est, par nature, moins stable que l'Ethernet. Les murs, les meubles, même des personnes qui se déplacent peuvent affecter le signal. Les autres réseaux Wi-Fi autour, les appareils Bluetooth, tout ça peut perturber. Et le débit est partagé, c'est ça? Oui, c'est un point crucial. La bande passante disponible sur une fréquence est partagée entre tous les appareils qui y sont connectés et qui communiquent en même temps. Donc, plus il y a de monde, plus ça devient lent pour chacun. La portée est aussi limitée, hein. En intérieur, on parle de 10 à 30 mètres en général, mais ça dépend énormément des obstacles. Dehors, la météo peut même jouer. Et un réseau Wi-Fi peut complètement saturer si trop d'appareils essaient de parler en même temps. Donc, pour revenir à notre exemple, la recommandation serait quoi? C'est acceptable pour des usages non critiques ou mobiles, mais à éviter absolument pour les postes névralgiques. Le PC serveur, le PC de chrono principal, une machine qui gère des pénalités en temps réel, là, la stabilité du filaire est indispensable. Le Wi-Fi, c'est trop risqué pour ça. Compris. Filaire pour le critique, Wi-Fi pour le reste, en gros. Il existe une troisième option, moins connue peut-être. Le CPL, courant porteur en ligne. Oui, le CPL. Utiliser le réseau électrique qui existe déjà dans les murs du bâtiment pour faire passer les données réseau. Comment ça marche concrètement? Il faut au moins 2 boîtiers CPL. On branche le premier sur une prise électrique près du routeur ou du switch et on le relie à cet équipement avec un petit câble Ethernet. Le deuxième boîtier, on le branche sur une prise électrique près de l'appareil qu'on veut connecter, disons un PC éloigné. Et on relie ce PC au boîtier CPL avec un autre câble Ethernet. Les données vont alors voyager entre les 2 boîtiers en passant par les fils électriques du bâtiment. L'avantage principal, c'est qu'on n'a pas besoin de tirer un nouveau câble réseau. On utilise ce qui est déjà là. C'est ça. Ça peut être plus stable que le Wi-Fi dans certains cas où les ondes passent mal, et ça peut potentiellement couvrir de plus grandes distances que les 100 mètres de l'Ethernet si le circuit électrique est favorable. Mais il y a des mais, j'imagine. Oui, le CPL, c'est assez capricieux. La performance dépend énormément de la qualité de l'installation électrique. Une vieille installation, des circuits longs, des appareils électriques branchés sur le même circuit, certains chargeurs bas de gamme, tout ça peut perturber gravement le signal CPL. Et il y a une histoire de phase électrique aussi? Point très important. Ça ne fonctionne généralement pas, ou très mal, si les 2 prises utilisées ne sont pas sur la même phase électrique du tableau général, ou s'il y a certains types de disjoncteurs différentiels entre les deux. Le débit est donc très variable, souvent bien inférieur au débit théorique annoncé. Donc, en compétition, on pourrait l'envisager quand... Peut-être pour un PC d'affichage très éloigné, s'il est vraiment impossible de tirer un câble Ethernet, mais qu'il y a une prise de courant reliée aux 2 endroits. Mais, et c'est un grand mais, il faut absolument faire des tests sur place avant. Le fonctionnement n'est jamais garanti à l'avance. C'est plus un plan B à valider qu'une solution fiable par défaut. D'accord, c'est noté. On a fait le tour des connexions. Un dernier équipement qu'on oublie souvent, l'onduleur. Ah, l'onduleur, oui. Ce n'est pas un équipement réseau à proprement parler, mais il protège les équipements réseau. Et pas que. C'est une sorte de grosse batterie de secours intelligente avec des prises dessus, c'est ça?
Exactement. Son rôle, c'est de protéger les appareils qui y sont branchés contre deux grands fléaux. Les coupures de courant, même très courtes, et les fluctuations de tension. Les surtensions, les sous-tensions, qui peuvent être fatales pour l'électronique sensible. Comment ça fonctionne? Il est branché sur le secteur et maintient sa batterie interne chargée. Les appareils importants sont branchés sur les prises de sortie de l'onduleur. Si le courant coupe, même une fraction de seconde, L'onduleur prend le relais instantanément. oui, grâce à sa batterie, les appareils connectés continuent de fonctionner comme si de rien n'était, pendant un certain temps. Combien de temps? Ça dépend de la capacité de la batterie de l'onduleur, exprimée en VA ou en watts, et de la consommation des appareils branchés dessus. Ça peut aller de 5 minutes à 30 minutes, voire plus pour de gros modèles. Mais l'objectif n'est pas forcément de tenir des heures. L'onduleur a surtout 3 rôles essentiels. Premièrement, la protection contre les coupures. Il absorbe les micro-coupures d'une seconde qui font redémarrer un PC ou un switch. Fini ça. En cas de coupure plus longue, il donne le temps crucial pour sauvegarder le travail en cours et éteindre proprement les machines. Ça évite la perte de données et les corruptions de fichiers. Et le troisième rôle, c'est la protection contre les surtensions. Oui, l'onduleur encaisse le pic de tension et protège le matériel coûteux qui est derrière. Certains modèles font même de la régulation de tension. Ils fournissent un courant propre et stable, même si l'alimentation en amont fluctue un peu. Très utile si on utilise un groupe électrogène, par exemple, qui peut être moins stable. D'accord, c'est vital. La question, c'est qu'est-ce qu'on branche dessus en priorité? Parce que la batterie n'est pas infinie. Exactement. Ordre de priorité critique. Numéro 1, le switch principal. Si le switch tombe, tout le réseau filaire est KO. Numéro 2, le routeur ou la box Internet, surtout s'il fournit le DHCP ou si l'accès Internet est nécessaire pour l'application. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut surtout éviter de brancher sur les prises secourues par la batterie? Tout ce qui consomme beaucoup et qui n'est pas absolument vital pour continuer l'opération quelques minutes. Typiquement, les écrans. Ils consomment pas mal et on peut généralement s'en passer le temps de sauvegarder et d'éteindre. Les imprimantes laser, c'est une catastrophe. Elles ont des pics de consommation énormes au démarrage de l'impression. Ça peut vider la batterie ou même faire disjoncter l'onduleur. L'éclairage, les chargeurs de téléphone non essentiels. Il faut préserver l'autonomie pour ce qui compte vraiment. Quelle autonomie visée alors? Souvent, 10 à 15 minutes d'autonomie pour un switch, un routeur et un PC critique, c'est largement suffisant. Ça couvre la quasi-totalité des micro-coupures et ça laisse le temps de réagir proprement en cas de coupure plus longue. Il faut aussi faire attention en achetant un onduleur. Certains ont des prises différentes à l'arrière. Certaines sont batterie plus protection sur tension et d'autres seulement protection sur tension. Il faut bien brancher les appareils critiques sur les prises secourues par la batterie. Bien noté. Très important ce point sur l'onduleur. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon des composants matériels essentiels pour monter son réseau. Le switch pour l'interconnexion locale, le routeur pour l'ouverture vers l'extérieur et la gestion des adresses, les différentes méthodes pour relier tout ça, le fiable câble Ethernet, le pratique Wi-Fi et l'astucieux mais parfois délicat CPL. Et sans oublier bien sûr la sécurité électrique apportée par l'onduleur. L'important à retenir, je crois, c'est qu'il n'y a pas une solution unique, une recette magique. Le choix et l'agencement de ces équipements dépendent vraiment des besoins spécifiques. Est-ce que la fiabilité prime sur la mobilité? Quelle distance faut-il couvrir? Quels sont les appareils vraiment critiques, ceux qui ne doivent jamais tomber? C'est en répondant à ces questions qu'on peut concevoir le réseau le plus adapté, le plus robuste. Et merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration technique. À bientôt!